Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous parler peut-être d'un vieux film que vous avez vu qui s'appelle Breakfast at Tiffany's. Et à un moment dans le film, il y a Audrey Hepburn qui s'adresse à son partenaire et qui lui dit « Aujourd'hui, nous allons passer la journée à faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. » Alors moi, je vais aujourd'hui devant vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait. D'abord une conférence dans ce format, c'est une première pour moi, dans un lieu que je ne connais pas, je n'étais jamais venu à l'école centrale, devant un public que je ne connais pas. J'ai fait aussi quelque chose que je n'avais jamais fait ce matin, j'ai pris le Wigo. Ça ne m'était jamais arrivé non plus. Je ne savais pas que c'était aussi laid. Enfin bon, fermons la parenthèse. Voilà. Alors vous aussi, vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous allez faire de l'histoire des idées politiques et vous allez entendre parler de la foule et de la vision de la foule qu'on a eue dans l'histoire. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? Moi je suis historien, je fais d'autres choses en même temps, mais qu'est-ce que c'est qu'être historien? C'est fouiller dans le passé, connaître le passé, pour mieux comprendre le passé. Mais j'ai quand même la faiblesse de penser qu'en étudiant le passé, on peut aussi comprendre notre présent, et peut-être un petit peu aussi l'avenir, dans la mesure où voilà, l'histoire elle est cyclique, elle se répète, il y a des archétypes, des formes qui se retrouvent. Et voilà pourquoi je m'intéresse à l'histoire, mais aussi je m'intéresse un petit peu à l'actualité. Donc je suis venu aujourd'hui vous parler de la foule. Bon, la foule, vous la connaissez. Ça a dû vous arriver d'être partie d'une foule, de faire partie d'une foule. Le public est assis dans cette salle, est une petite foule, assis dans le noir, là, quelque part. La foule, c'est la foule qu'on croise dans les transports en commun, dans le métro. C'est la foule des concerts de rock, c'est la foule des stades. Et donc on peut être partie de cette foule, on peut être dans la foule et s'y sentir bien. La foule aussi, ça peut être quelque chose de moins positif, de moins négatif. Alors peut-être quand on n'est pas partie de cette foule, quand on est en dehors de la foule, qu'on la regarde, quand on regarde une foule qui se rassemble, une manifestation dans laquelle on ne participe pas. Et donc la foule, ça fait peur, ça inquiète. Je pense que vous avez tous eu ce sentiment, à la fois le sentiment positif et un sentiment négatif. Et moi, en tant qu'historien, je me suis intéressé à la façon dont on pensait, dont on considérait la foule dans le passé. Et cette peur, cette inquiétude que génère la foule, je me suis aperçu qu'elle venait de très loin, qu'elle venait finalement de derrière nous, et qu'il était intéressant de peut-être savoir à quel moment ce sentiment s'était constitué. Mes travaux, donc mon métier d'historien, ça a consisté à lire des vieux livres, des vieux journaux, des périodiques, à les confronter entre eux, à réfléchir. Et le produit de mon travail, ça a été un livre que j'ai publié il y a déjà quelques temps, un livre qui s'est appelé « La foule criminelle », où j'ai fait donc l'histoire du sentiment et de l'image, et des usages de l'image de la foule dans l'histoire. Donc c'est ça que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui. L'acte de naissance de la foule dans l'histoire, de mon point de vue, c'est un événement que vous connaissez tous, c'est la Révolution française. À la Révolution française, la foule devient un personnage historique, un protagoniste historique, et ça, ce sera vrai au XIXe siècle, au XXe siècle. Et c'est une foule qui a un visage positif. Voilà, c'est la foule héroïque qui, un jour, du 14 juillet 1789, a décidé de prendre d'assaut la Bastille, la forteresse de la Bastille à Paris, de libérer les prisonniers et de faire tomber cette prison qui est, en 1789, le symbole de la monarchie absolue, de l'arbitraire, de la tyrannie. Voilà, ça, c'est une foule positive. Et Victor Hugo, le grand poète, a dit hier, vous étiez une foule, aujourd'hui, vous êtes un peuple. Voilà. Donc, l'acte de naissance de la foule, la Révolution française, un visage positif, mais il y a aussi un visage négatif dès cette période. Cette foule qui naît à la Révolution, elle fait des choses bonnes et elle fait des choses mauvaises. Je vais vous raconter un fait historique dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui s'est passé un petit peu après 1789. En 1792, en septembre, au moment de ce qu'on appelait les massacres de septembre,
une aristocrate, Madame de Lamballe, est emprisonnée et ses geôliers la font sortir de sa prison, dans la rue. Et la foule s'empare d'elle, la déshabille, la tue, la déchiquette. Véritablement, la foule l'a déchirée en 1000 morceaux, si je puis dire. Ils lui coupent la tête, ils la mettent au bout d'une pique, et la foule se promène dans Paris avec cette pique, avec cette tête dessus, et elle se rend sous les fenêtres de Marie-Antoinette, qui voit par la fenêtre la tête de son amie posée sur une pique. Donc, c'est pas très MeToo, hein, ça. Hein. Foule criminelle. Et ça va naturellement frapper les esprits. Et pendant tout le XIXe siècle, on va avoir cette foule qui va devenir un protagoniste. Alors 1789, c'est le point de départ, mais la foule va être un acteur politique de tout le XIXe siècle, dans toutes les révolutions. Alors je ne parle que de la France, naturellement. 1830, 1848, la Commune de Paris en 1871. Dans tous ces événements qui sont naturellement fondateurs pour l'histoire de France, chaque fois la foule se montre. À chaque fois la foule arrive. Et le plus souvent, elle montre un visage terrible et terrifiant. C'est la foule qui, en 1848, prend d'assaut les Tuileries, donc qui est le palais royal de l'époque, pille, détruit, casse, vole. C'est la foule qui, en 1871, pendant la Commune de Paris, met le feu partout dans Paris, fait brûler l'hôtel de ville, fait brûler le quai d'Orsay, a presque failli faire brûler le Louvre et la Bibliothèque nationale, mais ils ont échappé, Dieu merci, au massacre. Et puis c'est une foule aussi qui s'en prend à des militaires, à des généraux qui sont massacrés à Belleville, à des ecclésiastiques, à des bourgeois. Voilà. La foule criminelle. Donc cette image de la foule, elle va traverser tout le XIXe siècle. Les historiens vont raconter, pour certains ils ont été témoins de ces événements. La littérature va aussi raconter, mettre en scène cette foule. Et puis bientôt la science. Alors la foule, c'est effectivement cette foule du peuple de Paris qui de temps en temps sort dans la rue et fait la révolte, si ce n'est la révolution. Mais aussi le XIXe siècle, c'est l'époque de l'industrialisation. Les gens quittent les campagnes, viennent s'installer en ville, pas toujours dans des conditions très favorables, ils sont pauvres, ils sont analphabètes, ils viennent s'installer dans les centres industriels. Alors j'imagine qu'à l'école, vous avez dû lire Germinal de Zola. Voilà, Zola raconte effectivement la vie d'un coron, une grève, une révolte. Et Zola aussi, qui est plutôt lui un ami du peuple, lui aussi met en scène cette foule. Alors, sous un jour positif, c'est la foule qui s'organise, qui essaie de résister au patronat exploiteur, etc. Mais il peint aussi une foule, c'est un extrait du roman, qui est aussi une foule criminelle qui s'en prend à un épicier, qui est l'épicier Maigrat, et qui, alors elle ne le tue pas, mais elle l'émascule. Il y a toujours une foule redoutable. Donc l'histoire, la littérature, et bientôt la science, s'intéressent à la foule, à cette foule qui fait peur, qui inquiète et qui traverse tout le XIXe siècle. Alors la foule dans la science, c'était vraiment l'objet de mon travail, et je me suis intéressé à un auteur qui était complètement oublié, qui s'appelait Scipio Sigel, et qui a écrit un livre qui s'appelle justement La foule criminelle, La folla delinquente. Alors la science de 1890, voilà, du dernier quart du XIXe siècle, c'est pas la NASA, hein. C'est plutôt Jules Verne, vous voyez. C'est une science qui vient tout juste de découvrir que l'homme descend du singe. C'est une science qui croit aux races. C'est une science qui attache beaucoup d'importance au physique. Alors c'est un moment où on n'a pas encore découvert l'ADN, on n'a pas encore découvert toutes ces découvertes scientifiques qui sont les nôtres, et donc on s'attache vraiment aux formes. Et on se dit, voilà, quand quelqu'un a une sale gueule, eh ben, c'est un sale type, en résumé. Donc on s'intéresse à la forme du crâne, à la forme des oreilles, à la forme du nez. Vous allez voir que c'est un petit peu d'importance. Et donc ce brave Sigel, il commence à s'intéresser à la foule, parce qu'il se dit,
Cette foule qui était présente dans les livres d'histoire, dans la littérature, pourquoi fait-elle toujours le mal? C'est la question qui se pose. Comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne comme un essaim d'abeilles? Est-ce qu'elle fonctionne comme un troupeau de moutons? Il essaie de comprendre les mécanismes qui se jouent au cœur de la foule. Et son point de départ, c'est de dire la foule, une foule criminelle, c'est une foule qui est composée d'hommes criminels. Alors les hommes criminels, à l'époque, vers 1890-1900, on sait très bien ce que c'est. Il y a un savant qui s'appelle Lombroso, Cesare Lombroso, qui est le maître d'ailleurs de Siegel. Il en a fait une science qui s'appelle à l'époque l'anthropologie criminelle. Un jour, il était en train de faire la dissection du cadavre d'un bandit calabré. Tout ça est authentique, tout ce que je vous raconte. Et il était en train de découper son corps pour essayer de comprendre voilà, de quoi il était mort. Et en découpant la boîte crânienne, il s'aperçoit qu'il y a une espèce de bosse à l'arrière du crâne. Et il se dit, mais bon sang, c'est bien sûr. Il dit, l'homme criminel, en fait, c'est un sauvage, c'est un homme de Néandertal, c'est un homme primitif qui revient à l'époque moderne. Et donc, c'est pour ça qu'il est sanguinaire. S'il décide d'être criminel, c'est pas parce qu'il a choisi de désobéir à Dieu ou il a choisi d'être criminel comme ça. Non, c'est qu'en fait, c'est un élan biologique qui est en lui, qui le pousse. C'est la théorie du criminel né. Et c'est une science qui est géante à l'époque, qui est diffusée sur tous les continents. Et il dresse le portrait de ce criminel qui est en fait un sauvage. Il a des gros sourcils, il a une mâchoire proéminente, il a les oreilles décollées. C'est une théorie qui se bâtit autour de ça. En gros, c'est le méchant que vous avez dans les films d'Hollywood, Boris Karloff. Donc Siegel, il dit, c'est très simple, une foule criminelle, c'est une foule qui est composée de criminels. Et ça arrange bien, j'allais dire, ça arrange bien l'époque, parce que finalement, il y a des frontières entre ce qui est normal d'un côté, ce qui est pathologique de l'autre, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est sain, ce qui est malade. Et du coup, vous voyez bien une société dans laquelle il y a les gens normaux, les gens civilisés, en haut, les classes supérieures. Et puis en bas, vous avez les délinquants, les gens des classes inférieures. Bon, c'est très simple. Voilà, il y a une grande frontière qui traverse la société. Et il suffit de défendre, j'allais dire, les bons et les méchants. Ça se trouve d'ailleurs même dans la ville, où à l'époque on ne parlait pas des banlieues, mais on parlait des faubourgs. Voilà, on divise la ville entre les beaux quartiers, les vilains quartiers, etc. Mais Siegel, il applique cette théorie parce que c'est celle de son école, et il se dit, mais il y a quelque chose qui manque, parce qu'il a observé, il a lu, il a vu les récits, il s'est intéressé aux foules concrètement, et il s'est aperçu d'une chose, et c'est la très très grande découverte de ce qui deviendra plus tard une science, qui est la psychologie des foules, c'est qu'au sein de la foule, les gens normaux, civilisés, honnêtes, brutalement, ils redescendent, pour reprendre le langage de l'époque, toute l'échelle humaine. Et ils deviennent criminels, ils deviennent délinquants. Alors ça, vous voyez, ça n'arrange pas du tout ce découpage de la société. Voilà. Là, il est en train de prouver qu'au sein de la foule, il se passe quelque chose, il y a un mécanisme psychologique. Alors à l'époque, la science est balbutiante, alors on appelle ça la psychose épidémique, on appelle ça la contagion morale. Mais en tout cas, la découverte de Siegel, elle est fondamentale, parce qu'elle dit, la frontière, elle n'est pas entre deux parties de la société, entre les gens arriérés et les gens avancés. Elle passe à l'intérieur des êtres, cette division. Et ça, c'est une découverte qui sera ensuite perpétuée par Freud et par d'autres chercheurs qui vont travailler sur la psychologie des foules. Alors voilà ce que dit la science, mais dans le même temps, la politique va aussi se dire, écoutez, on a ces découvertes scientifiques, il faut qu'elles nous servent et il faut qu'on puisse faire évoluer les choses, la situation. Et il va y avoir une politique, et ça c'était vraiment au cœur de mon travail, que j'ai prouvé, démontré, de civilisation de la foule. On va mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes de civilisation de la foule, qui vont commencer par l'éducation, par exemple, l'éducation obligatoire, l'école, la classe, mettre les enfants en rang, les alphabétiser, tout ça, ce sont des mécanismes d'éducation de la foule. L'armée, aujourd'hui on a une armée professionnelle, mais au début du XXe siècle, on parle d'armée du peuple.
Et voilà, on apprend aux hommes à se mettre en rang, à obéir. Voilà. Donc la foule, petit à petit, elle est enchaînée, elle est civilisée, elle est organisée. Ce sera le boulot de la République française. Alors on a d'autres équivalents en Europe. Le socialisme italien fera la même chose. Et il y a d'autres mécanismes aussi de contrôle et d'enchaînement de la foule. On invente les partis politiques, on invente les syndicats, on invente la presse qui fabrique l'opinion, qui permet de diriger et piloter la foule. Alors le pauvre Siegel, il n'aura pas beaucoup de chance parce qu'il va être plagié par un autre auteur qui sera plus célèbre que lui. Là, vous pouvez retenir son nom, il s'appelle Gustave Le Bon, qui va écrire un livre très célèbre, La psychologie des foules. Ce livre, il va vraiment inspirer les grands dictateurs modernes, parce que s'il y a des gens qui veulent civiliser la foule, on va avoir d'autres penseurs qui vont vouloir utiliser la foule comme un explosif, comme un outil des révolutions. Ce sera les léninistes, naturellement Mussolini et les fascistes en Italie, je ne m'attarde pas. Alors vous me dites, bon, c'est bien intéressant, monsieur Bosc, mais vous parlez de la foule, de l'histoire, mais c'est quoi le lien avec l'époque contemporaine ? Alors un jour, dans les années 2000, j'étais en train de lire un article du Monde sur l'électorat du Front National. J'étais en train de lire ce papier, et j'ai commencé, je lisais ce papier, je dis, on disait, oui, ils ne sont pas éduqués, ils sont mauvais, ils sont haineux, ils ont des crânes un peu bizarres. Bon, je exagère un tout petit peu, mais je me suis dit, tiens, c'est curieux, le portrait qu'on fait de ces électeurs, c'est la même chose que ce qu'on pouvait écrire sur la foule au XIXe siècle. Donc ça m'a commencé à attirer mon attention. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et puis, voilà, j'ai creusé un petit peu les choses, et puis je me suis aperçu que ce qu'on appelait la foule au XIXe, au XXe siècle, cette foule qui avait complètement disparu, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec la défaite des dictatures, on ne peut plus convoquer la foule. La foule, elle est cachée, la foule, on ne la montre plus. La foule, on l'a vu un petit peu en 1945 à la libération de Paris, on l'a vu un petit peu dans les concerts de rock. Voilà, comme je disais à mes étudiants, depuis qu'on a inventé le rock'n'roll, on est sûr de ne plus avoir de révolution. Voilà. Mais cette foule, on l'a vu un petit peu en 68, mais c'était une foule contrôlée et dirigée. Et donc, le populisme, qui, vous le savez, est quelque chose qui est aujourd'hui répandu à la fois aux États-Unis, en France, à des partis qui est au pouvoir, je me suis dit, le populisme, c'est la foule d'aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, mais les foules sont de retour. Voilà. Premier moment. Toujours dans les années 2000, un peu plus tard, à l'époque où je travaillais au ministère de la Culture, je me suis occupé du numérique. Et j'ai vu monter les nouveaux acteurs du numérique, les Google, les Facebook, et l'effet qu'ils avaient, l'effet principal que ces structures avaient, c'est qu'elles détruisaient finalement les médias traditionnels. Prenons l'exemple de Wikipédia, quelque chose de participatif. Ça a mis à bas des grandes institutions intellectuelles comme l'Encyclopædia Britannica, l'Universalis. Et je commençais à entendre parler aussi de smart crowd, de crowdsourcing. Et je me suis dit, mais ça y est, la foule revient, mais c'est une foule numérique. Et elle a un côté positif, vous l'avez tous en tête, tout ce qu'on peut avoir de positif sur les réseaux, cette capacité qu'on a à mobiliser des gens qui ne sont pas physiquement présents. Et puis elle a aussi un visage négatif. C'est la haine en ligne, c'est l'impossibilité qu'on a de contrôler ce qui se dit, des campagnes d'hystérie collective qui peuvent attaquer quelqu'un qui a dit quelque chose à un moment donné. Et là aussi, je me suis dit, les foules sont de retour. Cette fois, ce sont les foules numériques qui sont de retour. Et j'en viens à ma conclusion. J'en étais dans ces réflexions, et puis est arrivé l'automne 2018, pardon, et les Gilets jaunes. Et je me suis dit, cette fois, voilà, je n'ai pas rêvé. Alors j'ai écrit que les foules étaient de retour, et cette fois, quand je les ai vues dans les ronds-points, envahir les centres-villes, mettre le feu avenue de la Grande Armée, casser les vitrines, redevenir la foule criminelle qui avait fait l'histoire, je me suis dit, cette fois, les foules sont de retour. Les foules sont de retour. Préparez-vous.